Rebonjour à toutes et à tous. Voilà, donc j'espère que vous avez eu le temps de cette pause déjeuner qu'on avait raccourci un petit peu, mais notre journée se poursuit et nous entamons donc cet après-midi. Alors, je pense que la slide va changer puisque Daniel Gacouin c'était ce matin. La première intervention de l'après-midi, c'est celle donc de Jean-Christian Sovrano. Donc, Jean-Christian Sovrano, qui est directeur de l'autonomie et de la coordination des parcours de vie à la FEAP, et qui va donc nous donner le regard de la FEAP sur l'évolution de l'offre dans notre secteur médico-social. Monsieur Sovrano, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci François de m'avoir présenté, surtout de m'avoir permis et de permettre à la FEAP de s'exprimer sur un sujet qui est compliqué, complexe, évolutif par nature. Et merci aussi de l'avoir intitulé évolution de l'offre. Je crois que c'est important. On nous bassine beaucoup avec la transformation de l'offre, comme si la transformation, c'est aussi une perte un peu de soi, en tout cas d'identité. Donc, évolution de l'offre, on sent déjà plus l'idée de continuité, de continuum. Je crois que c'est important de poser le sujet en ces termes-là. On est bien sur une évolution de l'offre. L'offre, en effet, se transforme, mais elle se transforme en continu. Et encore une fois, je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut poser le sujet. Alors moi, j'ai pas prévu de PowerPoint, j'en suis désolé. Je voulais surtout fixer un peu les idées et permettre aussi le temps de l'échange en fin d'intervention. Moi, mon idée, c'était de poser 5 jalons sur l'évolution de l'offre et la façon, dont on pense cela à la FEAP autour de 5 caractérisations. Pour nous, la transformation ou l'évolution de l'offre, déjà, 1, elle se décrète pas. 2, elle se prépare ou elle s'accompagne. 3, l'évolution de l'offre, elle s'organise. 4, elle se traduit dans un modèle de tarification ou de financement adapté. Et 5, elle se montre ou démontre ou elle se prouve. Voilà mes 5 idées forces. Donc évidemment, je vais caractériser tout ça. Je vais développer. Mais encore une fois, je crois que c'est important et voilà, je voulais vous donner cette matière peut-être pour échanger et j'espère qu'elle sera pas trop redondante avec ce qui a pu se dire ce matin parce que je suis désolé, j'ai pas pu participer à l'entièreté de la journée. Alors, premier élément déjà, l'évolution de l'offre, elle se décrète pas. À un moment donné, c'est vrai qu'on a parfois beaucoup de discours, parfois un peu tonitruants, un peu disruptifs sur il faut transformer l'offre, ce qu'on a fait avant c'était pas bien, ou ce qu'on fait maintenant, il faut l'améliorer, il faut faire du tout milieu ordinaire, du tout inclusif, et il faut arrêter l'institutionnalisation. Et on nous met ici ou là des instructions avec des critères, des indicateurs quantitatifs exclusivement. On voit bien que voilà, il y a une évolution, il y a des discours un peu forts, des politiques gouvernementales un peu fortes, mais pour autant, ce qu'on sait, c'est que 1, ça se décrète pas, et 2, ça viendra de la base. Ça viendra évidemment des associations, des organismes gestionnaires et évidemment des équipes professionnelles. Donc déjà, penser descendant sur ce sujet-là, c'est se tromper déjà de méthode. Donc, comment embarquer les équipes? Je crois que ça, c'est un des enjeux les plus significatifs, notamment au travers des réorganisations au sein des associations. Je pense aux logiques peut-être de construction de pôles en fonction de prestations de services. Je vais y revenir évidemment sur la question de la prestation. Il faut aussi travailler dans le temps un peu long, en tout cas être à l'écoute aussi de l'émergence de nouvelles fonctions au sein des structures, voire de nouveaux métiers. Et c'est vrai qu'en tant que représentant d'une fédération d'employeurs, ça a tout son sens, puisque derrière, c'est la reconnaissance dans la convention collective. Et puis, ça interroge aussi évidemment l'organisation de l'offre sur les territoires et les coopérations qu'il nous faut évidemment améliorer, renforcer, en tout cas être beaucoup plus à l'écoute d'une logique de parcours justement avec une forte prévalence de prestations. Alors il ne s'agit pas d'ubériser complètement tout ça, mais il faut l'organiser, le coordonner, et ça passe forcément par un renforcement de la coopération sur les territoires. Donc premier point, ça se décrète pas et il faudra vraiment partir de la base et être force de conviction
Au niveau des équipes professionnelles, je crois que c'est un des enjeux forts de l'évolution de l'offre. Et puis, deuxième élément d'actualité, de complète actualité, l'attractivité des métiers. Évidemment, on ne pourra pas faire non plus sans professionnels. Donc, ça veut dire aussi des professionnels qui soient attirés par le secteur médico-social, dans le secteur du handicap. Donc, c'est la question aussi de l'attractivité et de la juste rémunération. Vous me voyez venir. Quid du Ségur de la santé dans le secteur notamment du handicap, où là il y a une actualité un petit peu résonante et un peu forte autour de la revalorisation, de l'extension du complément de traitement indiciaire. Et désolé pour le barbarisme, c'est comme ça qu'on dit dans la fonction publique. En gros, les 183 € net pour un certain nombre de professionnels de nos établissements. Et vous voyez que là, on est en difficulté par rapport à une transposition incomplète de la revalorisation, même si on avance à pas un peu compté, dans le cadre de négociations un peu compliquées. Moi, j'avais sous mes fenêtres hier qui passait l'intersyndical et le mouvement du 8 avril sur le sujet. Donc voilà, je peux en parler pour être aussi dans les négociations avec Michel Laforcade. On voit bien qu'on avance vraiment à pas compter. Et autant le Ségur est acquis pour les professionnels soignants, autant on voit bien que sur la filière éducative et sociale, c'est plus compliqué, avec un calendrier qui reste à préciser dans le cadre de l'accord de méthode que nous propose Michel Laforcade, avec aussi possiblement une participation des associations à la revalorisation, ce contre quoi il faut, à mon avis, s'insurger, dans la mesure où on est bien sur une revalorisation qui est décidée aussi par les pouvoirs publics avec une procédure d'agrément. Donc à un moment donné, il faut aussi que les pouvoirs publics financent la revalorisation. Donc on voit bien que tout ça, ça rend encore plus compliqué la question de l'évolution de l'offre au sens de la transformation de l'offre, de changer les pratiques professionnelles, dès lors que on voit bien qu'il y a les embarqués dans le Ségur et puis il y a les débarqués. Et vous voyez que tout ça, du coup, va impliquer des difficultés futures de management au sein de nos associations. Donc, on voit bien que ça se décrète pas, que ça s'accompagne et que ça se prépare. Et du coup, c'est la deuxième idée que je voulais porter devant vous, c'est que à un moment donné, il va falloir aussi agir sur les déterminants du fonctionnement du secteur médico-social, et notamment sur la question des autorisations. Il faut véritablement déjà capitaliser sur la gestion de crise. On voit bien qu'il y a eu un certain nombre de textes qui sont sortis sur un assouplissement des normes qui pèsent sur le secteur, les conditions d'organisation et de fonctionnement des ESMS. Bon, on voit bien qu'en tout cas, compte tenu de l'évolution de l'offre, on ne peut plus raisonner maintenant strictement ESMS. Autorisation médico-sociale égale financement de l'établissement du service, égale contractualisation, égale évaluation de la qualité des prestations, égale renouvellement de l'autorisation, et hormis ce schéma qu'on connaît tous dans le secteur, point de salut. Il faut aussi, on considère qu'il faut être beaucoup plus, à l'écoute des besoins et des attentes des personnes en situation de handicap à un moment donné, et qu'il faut ajuster les accompagnements, faire beaucoup plus de sur-mesure à un moment donné, le cadre juridique dans lequel on évolue depuis 75, on va dire relooké, remasterisé en 2002. Il faut que tout ça évolue aussi dans une logique beaucoup moins descendante entre autorités publiques, autorités de contrôle et de tarification, et nous, organismes gestionnaires qui gérons des établissements et services. Donc, véritablement, et on fait quelques propositions par rapport à ça, capitaliser sur la gestion de crise. On voit bien que de la fermeture d'établissements, on s'est ajusté justement pour permettre la continuité d'accompagnement au domicile, et que en fait, établissement, domicile, tout ça, dès lors qu'il y a une certaine souplesse d'intervention. Alors après, la question du droit du travail qu'il faut évidemment pas sous-estimer, mais on voit bien qu'on peut jouer des cadres juridiques qui nous sont aujourd'hui imposés de manière à entrer, c'est la deuxième idée, par rapport à la préparation de l'accompagnement, dans une logique de plateforme, de dispositifs intégrés. Alors, c'est vrai qu'on avait vu évidemment d'un œil intéressé tout le dispositif d'ITEP, qui avait été repris d'ailleurs par la loi Touraine de 2016,
On voit bien que la réforme des autorisations de 2017, qui est pas mal, mais qui va pas assez loin, on voit bien qu'il faut véritablement qu'on avance, que le droit aussi et le code de l'action sociale et des familles avancent vers une logique de plateformisation, mais pas au sens ubérisation des prestations, mais véritablement desserrer le carcan sur lequel aussi, ou sur lequel prospère, si j'ose dire, l'évaluation des besoins des personnes et l'orientation vers un établissement ou un service. Il faut véritablement là entrer beaucoup plus dans une logique de plateforme, d'ailleurs avec une évaluation plutôt par prestation. Et là, je vais sur Séraphin PH, on en reparle tout à l'heure, mais véritablement beaucoup plus sur une offre un peu intégrée qui offre X prestations pour répondre aux besoins et attentes des personnes, plus que vers une orientation vers un établissement ou un service. Je crois que c'est véritablement fondamental de raisonner aujourd'hui comme ça. Par contre, très clairement, et c'est la troisième idée par rapport à la préparation et à l'accompagnement de l'évolution de l'offre, la troisième idée, c'est côté organisme gestionnaire, association, il faut qu'on soit intraitable, nous, sur la mesure de l'activité de nos structures. Et quelque part, si on doit dealer avec les autorités publiques, il faut que ce soit gagnant-gagnant, gagnant pour l'autorité publique qui assure un financement public à la réalisation des prestations qu'on opère au sein de nos structures, et puis nous-mêmes gagnant sur évidemment l'optimisation des ressources, mais l'ajustement aussi des ressources publiques aux besoins et aux attentes des personnes. Donc il faut qu'on trouve un système qui soit acceptable, mais qui permette aussi de mesurer toute l'intensité et l'intensité qualitative des accompagnements. Donc il faut aussi poursuivre, et c'est le sujet du guide de mesure de l'activité de la CNSA qu'il faut qu'on reprenne, guide qui était plutôt intéressant, encore une fois pas encore complètement abouti, parachevé, mais on voit bien que dans les réflexions Séraphin PH, il faut qu'on réouvre ce chantier-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on affine le modèle de manière à ce qu'on ait un consensus sur la mesure de l'activité entre nous et entre les autorités publiques, de manière à, et ça c'est la troisième idée que je voulais porter à votre attention, à ce qu'on puisse organiser l'évolution de l'offre. Et à la faire, on pense que l'organisation de cette évolution, compte tenu de ce que j'ai dit sur la verticalité aujourd'hui de notre système, il faut plutôt avancer vers une certaine horizontalité, un modèle plus horizontal. Et quel est l'outil de l'horizontalité? C'est plutôt l'outil contractuel. Donc, vous me voyez venir, c'est comment on sort d'une logique aujourd'hui de généralisation de contrats d'objectifs et de moyens pluriannuels, généralisation qui conduit malheureusement à une certaine pasteurisation de la démarche de contractualisation, alors qu'il faudrait lui redonner beaucoup plus de sens. Et c'est pour ça que nous, on plaide, on a signé un courrier à Sophie Cluzel dans ce sens-là, pour qu'on reporte évidemment la date butoir du 31 décembre prochain sur la généralisation de l'ensemble des CBAM. Bon, déjà, ce sera pas possible, mais si on veut lui redonner aussi un sens, il faut se donner du temps. D'autant plus que malheureusement, on est beaucoup plus sur des contrats d'objectifs que des contrats d'objectifs et de moyens. Mais c'est aussi à nous de voir comment on peut, à l'intérieur des ressources qui nous sont allouées, comment on peut ajuster en fonction justement d'une certaine évolution de l'offre. Donc vous voyez, contrat d'objectifs et de moyens, mais avec un vrai sens, pas un sens industriel et pasteurisé, mais outils véritablement contractuels qui permet de structurer l'évolution de l'offre avec des diagnostics partagés d'ailleurs, qui ne seraient pas partagés au sein du même gestionnaire ou de la même association, mais qui seraient partagés au sein d'un même territoire. Et donc, c'est la deuxième idée que je souhaitais porter à votre attention, c'est outils contractuels à privilégier, mais aussi une certaine analyse, cohérente au niveau des autorités publiques des interactions, des contrats entre eux. Et en fait, l'idée, c'est véritablement d'avoir une certaine urbanisation des CPOM sur un territoire de manière à ce qu'on ait une cartographie
de l'offre à partager évidemment entre nous, associations, avec nos autorités publiques, mais aussi à partager avec la MDPH, évidemment, et à partager aussi à terme, et peut-être d'ailleurs aurait-on dû partager ça en premier avec les personnes en situation de handicap, de manière à ce qu'elles puissent aussi s'autodéterminer par rapport à l'existence de l'offre sur les territoires. Encore une fois, je crois que c'est véritablement une sorte de résolution de l'équation entre existence de l'offre sur le territoire et surtout existence et cartographie qui permettent d'identifier l'ensemble des ressources, et avec évidemment un lien très fort avec la MDPH, puisque encore une fois, c'est eux qui sont au carrefour entre l'offre et la demande, si j'ose dire, dans le secteur du handicap. Et puis, peut-être un dernier point, c'est la méthode par rapport à cette organisation territoriale. Souvent, on parle beaucoup de gouvernance territoriale. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est? Bon, ça, déjà, il faudra définir le terme de gouvernance, mais au-delà de ça, c'est quelle méthode on adopte entre nous, en lien avec les autorités publiques, et qu'est-ce qu'on construit entre nous. Alors, du coup, ça interroge peut-être les communautés 360, qui me semble être un objet un peu obscur encore, mais qui peut, à mon avis, prospérer si on est véritablement sur l'adoption d'une méthode. Et quand je parle de méthode, c'est méthode de cartographie, justement, de l'offre et des prestations qu'on est susceptible de servir donc aux personnes en situation de handicap, et puis co-responsabilité des acteurs en fonction de ce qu'ils savent faire. Et moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, une animation, en fait, d'un réseau d'offreurs de prestations, du coup, en faveur des personnes en situation de handicap, et à partir de là, avec une certaine, comment dirais-je, co-responsabilité dans les accompagnements, mais aussi, peut-être, s'il s'agissait de définir la gouvernance territoriale, c'est comment les autorités publiques locales justement interagissent avec ce qu'on pourrait appeler une coordination au niveau du 360, mais des associations, et de voir comment on interagit par rapport aux besoins, comment on met autour de la table l'ensemble aussi des autorités publiques qui permettent l'accès en milieu ordinaire. Je pense notamment au service public de l'emploi, je pense à l'éducation nationale, et pas évidemment qu'à l'ARS ou au département, puisque sinon on va rester centré sur le secteur médico-social. Et évidemment, il faut que l'ensemble de ceux qui portent les politiques publiques au niveau local visant à mieux inclure les personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire soient concernés par la politique du handicap. Et c'est peut-être là où cette interaction entre le 360 des opérateurs, et des associations et la gouvernance territoriale aurait un sens. Donc vous voyez, un contrat, une sorte de coordination ou cohérence des contrats entre eux, de manière à avoir une cartographie de l'offre, avec évidemment un rôle important de la MDPH, et derrière une méthode, peut-être une nouvelle méthode, mais qui existe aussi dans le secteur, par exemple, des personnes âgées. Je pense notamment à la méthode Maya, une méthode donc de co-responsabilité sur les territoires, et la définition d'une gouvernance territoriale, du coup avec l'ensemble des acteurs, mais aussi des autorités publiques qui ont vocation à conduire l'ensemble des politiques au service des personnes en situation de handicap. Quatrième idée, l'évolution de l'offre, ça s'accompagne d'un modèle de financement qui soit adapté. Évidemment, là, je fais référence à Séraphin. Frédéric en parlera beaucoup plus savamment que moi tout à l'heure. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça interroge évidemment la construction de l'offre et qu'elle existe, puisqu'en fait, elle a vocation déjà à l'analyser. C'est le rôle de la nomenclature des besoins et des prestations sur laquelle on s'est mis d'accord pendant 4 ans et qui est robuste parce que consensuelle sur le sujet, justement des besoins d'un côté et des prestations, et du coup après des modèles de financement. Et là, c'est là où nous, en 2019,
on avait, au niveau de la FEAP, été assez disruptif dans les propositions qu'on avait faites, puisqu'on pensait que l'évolution de l'offre au sens outil permettant l'autodétermination des personnes devait du coup permettre à ce que les personnes puissent choisir les prestations auxquelles elles ont droit. Et nous, notre idée à la FEAP, c'était justement d'aller vers un droit personnalisé à prestation, ou droit de tirage, le fameux droit de tirage, le plus large possible. Alors évidemment, on était encore dans le concept. Aujourd'hui, on est aussi dans la réflexion avec l'équipe projet Séraphin pour voir comment on travaille ce droit personnalisé à la prestation. Mais notre idée, c'était que les prestations directes puissent être à la main des personnes. Alors, ça ne veut pas dire que tout le système est construit. Quand on a dit ça, on a tout et rien dit. C'est-à-dire qu'on a posé un principe. Après, c'est comment on fait et comment on rend visible justement l'ensemble des prestations qui sont susceptibles d'être réalisées par X opérateurs sur un territoire donné. Donc, on voit bien que c'est pas, on n'y est pas complètement. C'est aussi tout le travail aussi d'évaluation des besoins, non plus comme ça se fait aujourd'hui en MDPH, mais évaluation en fonction des besoins au sens de la nomenclature, et orientation vers un besoin, une réponse en prestation, plutôt une réponse en prestation. Et donc, qui est susceptible de le faire? Donc, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de prérequis et que tout ça se construit. En tout cas, nous, on a souhaité vraiment bousculer un peu la réflexion en disant, écoutez, si on considère que l'autodétermination, c'est un vrai sujet et que Séraphin PH est un outil, un bon outil de mise en œuvre, chiche, on y va. Et les prestations directes, on les ouvre au choix des personnes. Alors après, voilà, pour le sujet cartographie dynamique de l'offre, capacité à choisir, coordination de parcours, réactivité de l'évaluation des MDPH, tous ces sujets sont encore en friche. Systèmes d'information qui vont bien, évidemment. Bon, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de travail, mais en tout cas, c'est peut-être nous la façon dont il faut à terme penser la tarification Séraphin PH. Donc voilà, bon, Frédéric Vergniaud en parlera tout à l'heure mieux que moi, mais on est en train de travailler sur la question du droit personnalisé à la prestation, et on voit bien qu'il n'y a pas d'accord a priori sur le sujet. Il y a pas mal de débats. Tout ça est un peu compliqué, mais déjà, posons-nous déjà sur qu'est-ce qu'on pourrait expérimenter comme droit personnalisé à prestation, et puis voyons si c'est jouable. Peut-être qu'il y a des droits plus faciles à activer, plus faciles à activer aussi pour les personnes, mais à leurs mains, et puis d'autres sur lesquels c'est beaucoup plus difficile. Mais ayons une certaine analyse justement, possiblement, des prestations qu'on pourrait mettre dans ce droit de tirage. Voilà pour la question du modèle. Donc, c'était la quatrième idée. La cinquième idée, c'est que l'évolution de l'offre, elle se montre, démontre ou elle se prouve. Et on avait cherché, nous, en 2018, dans notre plaidoyer La société inclusive, la mobilisation de tous, justement, à raisonner en fonction de l'accès aux droits des personnes en situation de handicap et à tous les âges de la vie. Notre idée, c'était justement de voir accès aux droits dans le cadre de l'accueil en établissement de la petite enfance, accès évidemment à l'école, aux loisirs, accès aussi aux droits au travail, à l'insertion professionnelle, aussi accès aux soins. Donc, en gros, on avait véritablement listé 14 objectifs et 14 actions sur lesquelles il fallait qu'on avance. Donc, c'est évidemment disponible sur le site de la FEAP. Et encore une fois, l'idée, c'était vraiment d'être présent avec toujours les difficultés aussi. Donc, il y avait une sorte d'état des lieux, de constat, et puis des propositions qu'on avait faites sur la base, évidemment, des travaux qu'on avait pu mener au niveau des commissions de la FEAP. Et puis, notre idée, c'était d'aller plus loin, au-delà de ces objectifs. On avait la matrice, si vous voulez. L'idée, c'était de démontrer par des projets, des actions déjà mises en œuvre par des adhérents sur l'ensemble de l'accès aux droits exemplaires, faire remonter justement ces
ces projets, parfois innovants, parfois pas, mais parfois projets qui sont allés au bout parce que l'écosystème était favorable, et de manière à donner à voir justement des bonnes pratiques d'accompagnement, et surtout de travailler sur les dynamiques de parcours. Et l'idée maintenant, c'est donc d'en faire un document qui sortira probablement en fin d'année 2021 sur l'ensemble de ces éléments-là, de l'accès au droit, et puis de voir comment on peut diffuser ces bonnes pratiques, ces innovations, ces projets d'accès aux soins qui ont bien marché, des équipes mobiles par exemple, pour accéder au plateau technique hospitalier ou autre, enfin plein d'innovations. L'idée, c'est de faire vraiment, de donner déjà de l'envie, et de donner aussi des outils pour permettre justement de travailler beaucoup plus sur la fluidité de l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Donc vous voyez, encore une fois, je suis parti de peut-être des discours qui sont parfois un petit peu tonitruants, avec des objectifs politiques, mais qui sont basés plutôt sur une culture de l'indicateur et du chiffre, que vraiment sur une qualité de l'évolution de l'offre ou de sa transformation, pour essayer de déconstruire ces discours un peu rapides, pour voir comment on peut, c'était peut-être le sens aussi de mon propos, en termes méthodologiques, avancer, faire des propositions au pouvoir public, justement d'accompagnement de la dynamique de la transition inclusive, et comment ça peut s'organiser. On pense que ça peut s'organiser. Il faut aussi que tous les acteurs jouent le jeu, et puis évidemment qu'on soit financé, qu'on ait un modèle de tarification, de financement qui soit adapté à cette transition. Mais je pense que Séraphin est un bon outil, en tout cas en termes de réforme tarifaire, qui va dans le sens de l'individualisation des prestations et donc de l'ajustement aussi des prestations. Et puis encore une fois, j'ai souhaité quand même finir par cela, c'est-à-dire que l'évolution de l'offre, on la démontre, on la prouve au travers justement de beaux projets, de belles expériences, et qui vont dans le sens justement d'une bonne cohésion des prestations entre elles, et d'une dynamique qui fait que les personnes justement ont accès aux droits auxquels ils peuvent prétendre, et en tant quasi réel. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que voilà, donc j'ai laissé 10-15 minutes pour les échanges. N'hésitez pas évidemment à intervenir. Merci beaucoup Jean-Christian Sovrano pour cet éclairage sur les réflexions actuelles de la FEAP sur l'évolution de l'offre. Je rappelle peut-être pour les personnes qui ne seraient pas familiers de tous ces sigles que la FEAP, c'est la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne à but non lucratif, une des deux grandes fédérations du secteur médico-social avec Nexem. Donc voilà, peut-être ça permet de resituer aussi de là où vous parlez. Les participants, vous êtes invités comme ce matin à évidemment poser vos questions en privilégiant le canal des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser des questions suite à l'intervention de Jean-Christian Sovrano. Et puis je laisse aussi nos autres orateurs de la journée réagir peut-être, dialoguer avec Jean-Christian Sovrano autour de cette intervention. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y avait des échos tout à fait intéressants dans votre propos par rapport à ce que nous avons entendu ce matin. Vous n'aviez malheureusement pas pu être présent ce matin, mais en tout cas, votre propos est tout à fait intéressant par rapport au regard que nous avions eu dans la matinée. Qui veut intervenir? Daniel Gacouin? Oui, je veux bien. En fait, il y aura bien entendu l'intervention de M. Vergniaud qui va nous éclairer sur le sujet, mais en termes de transformation, et j'utilise bien le mot transformation, hein, je crois que le nouveau modèle tel qu'il a été choisi, on avait le choix pour Séraphin PH entre modèle 1, modèle 2, modèle 3. Hein, le modèle intermédiaire qui a été choisi, néanmoins, comporte une vraie transformation, puisque nous n'aurons plus la totalité des budgets
dans le socle de l'établissement, mais une partie des budgets attachés à la personne. Et quand je parlais ce matin des plateformes de services, il me semblait qu'un des éléments intéressants dans les plateformes de services, c'est qu'il puisse y avoir davantage de prestations d'accompagnement, de type d'intervention qui soient directement liées, sans filtre, à la demande de la personne. Si vous voulez, finalement, si on réfléchit, on a un modèle institutionnel qui est le modèle de l'intermédiation. C'est-à-dire que c'est l'institution qui est l'intermédiaire pour formuler la réponse. Alors, on transforme la demande en besoin, hein, bon. Et j'ai l'impression que l'élément le plus important de Séraphin PH, c'est l'entrée dans une autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne fait une demande qu'elle n'est pas dans le budget socle, dans les prestations financées en budget socle, on va avoir le budget attaché à la personne. Et comme vous avez dit que vous étiez, vous approuviez sur le principe la réforme Séraphin, enfin le modèle, est-ce que cette partie-là qui échapperait aux établissements, hein, mais qui, on pourrait dire, ce droit de tirage en quelque sorte, hein, de personnes, c'est pas un budget constitué par avance, quoi, hein, c'est au contraire un budget qui serait mobilisé en fonction des attentes, etc. Est-ce que celui-ci vous paraît, ce modèle, vous paraît néanmoins une des sources permettant de faire évoluer les institutions, ou au contraire, un des éléments du modèle qui va faire peur aux institutions et qui constituerait du coup un élément de résistance au changement? Alors déjà, la question, elle est évidemment pertinente. Pertinente dans le sens où elle fera peur, mais peut-être parce qu'elle fera peur, elle fera avancer. Je m'explique. Dans le modèle Séraphin, mais a priori, la part variable, enfin, il y a la part socle et la part variable dans les tarifs qui, a priori, est susceptible, je le dis au conditionnel comme ça, parce que c'est vrai que les modèles sont quand même, on est encore en phase de construction, mais on voit bien quand même la direction que ça prend. La part variable, elle sera aussi constituée en fonction des caractéristiques des personnes. Le droit personnalisé à la prestation, le droit de tirage, il est au-delà. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, on est vraiment sur un élément qui est a priori pas déterminable à l'avance, mais qui est mobilisable justement en fonction du besoin de prestation et surtout du choix de la prestation par la personne. Du coup, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est aussi la capacité à faire sens dans la construction des solutions pour les personnes. Et la coordination du coup des accompagnements, on a plutôt tendance à la FEAP à penser qu'elle doit, alors évidemment elle doit être à la main des personnes, mais ce serait quand même mieux qu'elle soit à la main des structures. Dans le socle. Alors, dans le socle, en tout cas, réalisé par des professionnels qui soient dans le secteur médico-social, dans les établissements de services, soit nos collaborateurs, pour éviter une mise sous tension d'un acteur extérieur dans l'agencement ou la coordination des prestations de la personne. Parce que c'est vrai que ça pourrait être un peu... bon, encore que ça peut s'imaginer, mais on préfère quand même avoir une certaine coordination qui soit réalisée par les professionnels de nos établissements. Mais par contre, si pour X prestation, la personne veut que ce soit un tiers qui la réalise et qui soit pas le professionnel de la structure, eh ben c'est ça le droit de tirage. Et du coup, ça veut dire, mais ça va renvoyer à une autre problématique. C'est pour ça que tout ça fait un peu peur. C'est quel contrôle qualité on est susceptible d'opérer sur justement le tiers, le prestataire extérieur. Et là, c'est là où on rentre dans des sujets qui sont assez compliqués. Donc, il faudrait peut-être, et ça, c'est peut-être un sujet qu'il faut travailler, c'est
est-ce que les associations seraient dans les contrats passés avec des prestataires extérieurs, des personnes physiques, est-ce que du coup on renverrait aux associations le fait qu'il y a un contrôle qualité? Du coup, c'est une délégation presque de puissance publique qui est réalisée au secteur. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une question qu'il faut poser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès lors qu'on ouvre le champ, il faut s'assurer évidemment que la prestation, elle est pensée de façon pluridisciplinaire, donc confère cohérence sur une coordination des prestations et qu'il y ait un certain niveau de qualité qui soit assuré. Et ça, c'est vrai que et que aussi, il n'y ait pas un risque, là c'est le représentant de la Fédé de l'employeur, d'externalisation de la prestation, c'est-à-dire en fait je suis mal payé, j'ai pas le Ségur, je vais faire ça plutôt dans le régime de la micro-entreprise parce que je serai mieux payé, mais par contre attention, quid de la solvabilisation de la prestation? On imagine que les tarifs seront normés, mais du coup ça veut dire reste à charge. Le secteur du handicap n'est pas très habitué question du reste à charge. Donc, vous voyez que ces sujets-là, ils sont quasiment de société. Quand je parlais d'ubérisation tout à l'heure, c'était de ça dont je parlais. C'est-à-dire, le risque, c'est la plateformisation au sens Uber et Uber Eats et Uber Prestations dans le secteur du handicap. Il faut qu'on mette beaucoup de pare-feu et de garde-fous pour pas arriver à ces extrémités-là. Merci. Alors, sur les questions-réponses, il y a donc une question autour du guide. Le guide que vous avez évoqué concernant une compilation des innovations dans le cadre de cette transformation de l'offre qui sera publiée fin 2021. Est-il un guide similaire à celui produit récemment par la CNSA? Non, ce sera vraiment quelque chose de pratico-pratique sur avec des actions concrètes et du coup et un peu de modélisation, mais justement, mais en laissant part à l'exemple et à l'exemplarité des projets. L'idée, c'est d'avoir trois séquences. C'est donc enfance, scolarisation, donc petite enfance, scolarisation, donc jeunesse. Ensuite, accès aux droits de citoyens, si j'ose dire, et un focus particulier, donc ça c'est le deuxième élément, et le focus, la troisième partie, c'est vieillissement des personnes et accès à la santé, et, parce que c'est un sujet en tant que tel, mais accès à la santé tout au long de la vie. Donc notre idée, voilà, c'est véritablement d'avoir des exemples remontés par nos adhérents en région, et l'idée c'est justement de les analyser en mode justement un peu prospectif, de manière à ce qu'on ait une certaine modélisation de ces projets et de réfléchir aussi sur les freins aussi et les conditions de réussite de ces projets, de manière à avoir une certaine orientation dans la méthodologie si ça donne envie de les porter sur les territoires. Donc, voilà. Donc c'est évidemment sur la base d'expériences d'adhérents de la FEAD. Merci. Je vois pas d'autres questions pour le moment sur les questions-réponses. Est-ce que les autres conférenciers souhaitent dialoguer avec Jean-Christian Sovrano ou pas? Ah, il y a une autre question qui arrive. Le fonctionnement des PCPE n'est-il pas un prémisse du futur fonctionnement? Donc, le fonctionnement des PCPE n'est-il pas un prémisse du futur fonctionnement? Pour un budget donné, il faut financer des prestations directes. Je comprends bien alors, le sens de la question, c'est est-ce que les PCPE préfigurent le modèle droit personnalisé à prestation? Bah oui, quelque part, oui. Du coup, il faut qu'on s'inspire sûrement de l'encadrement, de la régulation de ce modèle PCPE, qui est assez soft d'ailleurs, voir justement s'il est vertueux, on le pense. D'ailleurs, on pensait que justement sur la question des communautés 360, il fallait se baser sur l'extension des interventions des PCPE, mais très clairement faire un bilan déjà des PCPE et voir comment
on pourrait élargir le champ juste aux prestations, à plus de prestations directes qui sont dans la nomenclature Séraphin. Ouais, tout à fait. Très bien. Bah, écoutez, merci pour peut-être encore une question. Je vois, oui, la réforme Séraphin PH ne s'inscrit-elle pas simplement dans la continuité d'une politique libérale qui fit tant de dégâts au sein de l'hôpital public par la tarification à l'acte et qui impose le financement des actes en éludant les facteurs humains et les espaces de pensée considérés comme inertes, plongeant ainsi les équipes de travailleurs sociaux dans une profonde solitude. Je propose peut-être qu'on réponde à cette question à la suite de mon intervention. OK. Pour essayer de remettre, de repartir un petit peu du programme Séraphin et de remettre en perspective ce qui a déjà été Très bien. On la garde en réserve et puis on dialoguera du coup autour de cette question-là à l'issue donc de l'intervention. Du coup, peut-être néanmoins dire un tout petit truc, mais c'est pas directement avec Séraphin PH, mais c'est la question générale finalement sur laquelle il faut revenir, c'est-à-dire celle d'une éventuelle réforme du secteur qui est en réalité une marchandisation. Je ne parle pas de Séraphin PH en tant que tel, hein, mais la marchandisation du secteur. On va la trouver dans l'idée qu'il y a de la T2A, etc. Mais du coup, ma réaction, elle est simplement que on risque d'avoir une telle globalisation sur cette question que toute réforme est liée à une déshumanisation et une marchandisation du secteur. Et pour moi, ça pose une vraie question. C'est le secteur peut évoluer, a déjà évolué, continue à évoluer avec des acteurs de terrain sans avancer d'une manière outrancière vers un système de marchandisation. Au contraire, l'adaptation du secteur avec pourquoi pas l'idée de ce que j'évoquais ce matin, des services de proximité au plus près des lieux de vie des personnes, n'est pas en soi, en tant que tel, la marque de la marchandisation. On peut, bien sûr, après, lire un certain nombre de contenus, interroger un certain nombre de contenus, mais le principe fondamental n'est pas un principe de marchandisation, au contraire, un principe de valeur de fond. Je le rappelais ce matin dans la construction conceptuelle du secteur du travail social. Le travail social, c'est le corps social au travail. Alors, il y a encore une question dans les questions-réponses. Ne risque-t-on pas une pénurie de professionnels dans les établissements qui choisiraient le modèle libéral? Si, c'est pour ça qu'on se bat. Qu'on se bat évidemment pour une transposition des accords du Ségur dans le secteur du handicap, qu'il y ait des avancées, mais que le compte, pour des raisons macroéconomiques et de financement, il faut trouver entre 1,5 milliard et 1,8 milliard pour appliquer le Ségur. Dans le secteur, c'est vrai que là, le quoi qu'il en coûte à un moment donné, en tout cas, c'est ce qu'on nous rétorque, 1,5 milliard, 1,8 milliard, il faut quand même les trouver, parce que c'est du pérenne, c'est pas du plan de relance, là, c'est bon, bref. Du coup, on est, nous, à la manœuvre pour négocier, mais vous avez raison d'indiquer que s'il n'y a pas de reconnaissance de nos professionnels, et qu'il y a surtout des concurrences aussi entre les secteurs, parce que c'est aussi de ça, et nous, on est en train de sortir une enquête là-dessus pour appuyer les négociations dans le cadre du Ségur. Oui, le risque, c'est que les gens s'en aillent, très clairement. Ouais, c'est très clairement le risque, donc c'est pour ça que nous, on essaie de se battre le plus possible, et c'est vrai que c'est toujours tout à fait navrant de constater que l'hôpital public, alors je conteste évidemment pas en plus le choc qu'a provoqué la crise, mais on est véritablement sur là un traitement inégalitaire entre le secteur public qui a, sans rien dire, ou si peut-être en le disant, mais de façon détournée, a les 183 € sans quasiment participer trop aux dynamiques de transformation de l'offre, puisque je ne les vois jamais sur ces réunions-là au ministère, et à donc les 183 € pour l'ensemble des professionnels. Et nous, on doit
Voilà, on doit segmenter en fonction des soignants, de la filière éducative et sociale. Donc c'est vrai qu'il faut, voilà, nous on est vraiment à la manœuvre pour essayer d'embarquer le plus de personnes dans la transposition des 183 revalorisations. Merci. Une dernière question avant de passer à l'intervention de Frédéric Vergniaud. Sur la question du vieillissement, quels seraient les dispositifs inclusifs à l'avenir que pourraient mettre en place les ESMS pour les personnes handicapées? Quel lien avec les EHPAD? Moi, je pense que les besoins en soins justement des personnes handicapées vieillissantes doivent être apportés dans le lieu de vie des personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de solution unique, évidemment. Je suis un peu dubitatif quand je vois des unités spécifiques dans les EHPAD. Je pense qu'au contraire, il faut être dans une logique d'aller vers, notamment sur de la compétence médico-soignante, pour les personnes qui nécessitent des soins croissants, vieillissants. Mais je pense qu'il faut être là pour le coup. Il faut éviter le caractère disruptif de quitter son lieu de vie pour aller vers un autre. Enfin, je pense qu'on peut raisonner autrement et plutôt faire venir des compétences spécifiques liées à l'avancée en âge des personnes en situation de handicap dans le lieu où elles vivent. Donc c'est le sujet soit d'équipes mobiles, soit des SIAD, soit en complément évidemment des interventions éducatives du secteur handicap adulte, mais je pense qu'il faut penser plutôt dans une logique d'aller vers plutôt que dans une adaptation de l'offre pour personnes âgées avec possiblement plus reste à charge, même si les mécanismes d'aide dans le secteur du handicap permettent quand même de compenser de ça, plutôt que de cloisonner dans le secteur des établissements de personnes âgées. Il semble qu'il faut traiter plutôt la chose à l'envers. Merci beaucoup Jean-Christian Sovrano. Restez avec nous si vous le pouvez pour le reste de l'après-midi.